Bonjour et bienvenue dans Faites entrer le film, épisode 39. Salut Olivier. Salut mon doudou. Salut Vivien. Salut les gars. Bon, vous avez une petite intro ou pas? Parce qu'on m'a reproché de ne pas les faire d'habitude. Ouais, alors je tiens à préciser que cet épisode n'est absolument pas sponsorisé par Genshin Impact. Ceci dit, je me suis mis à Genshin Impact depuis 2 jours et en vrai c'est vachement marrant comme jeu. J'ai joué beaucoup. Non, c'est pas ouf. Beaucoup trop. Eh ben écoute, moi j'aime bien. J'aime bien parce que c'est Breath of the Wild avec des nichons. C'est exactement ça. Hein. C'est exactement le même jeu, le même genre de direction artistique, sauf que tu joues des gamines de 10 ans. Non, sinon voilà, c'est un chouette jeu avec plein de contenu et c'est entièrement gratuit. Donc il n'y a pas de lien dans la description, vous pouvez le télécharger sur toutes les plateformes adéquates selon vos supports. Tu te rends bien compte qu'on n'est pas payé pour faire ça. Oui, c'est pour ça que j'ai bien dit qu'il n'y avait pas de lien dans la description. Du coup, pourquoi tu fais ça? Bah parce que je fallait faire une intro et que moi mon intro c'est j'ai découvert Genshin Impact et c'est vachement sympa. En ce cas, moi mon intro c'est que je suis en train de rebing-watcher Black Lagoon, une série animée qui est ouf et ça fait juste la 8e fois que j'ai vu et puis voilà. Et toi Vivien, quel est ton passe-temps du moment? Il est sur la fin de la saison 9 de Friends. Ouais, bah ça y est, c'est fini, j'étais sur le dernier épisode, c'est pour ça que j'ai eu un peu de retard, c'était très émouvant. Voilà. Génial, on a notre intro, super. Chut, allez file. Chut. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Olivier? Alors, aujourd'hui nous allons suivre les aventures angoissantes en 2 épisodes d'un immeuble qui n'a rien demandé et qui se retrouve envahi de pompiers, de policiers, d'habitants variés et de contaminés zombifiés possédés, le tout mal cadré et tout mal filmé. Bienvenue dans Rec 1 et Rec 2. Oh yeah. Donc Rec 1 et Rec 2 sont réalisés par le même duo, Paco Plaza et Jaume Balaguerro. Scénarisé par Jaume Balaguerro et Paco Plaza, au moins comme ça c'est pas compliqué. Sorti en 2007 et 2009, tous deux de moins de 80 minutes. Tous deux qui ont le même budget d'1,5 million d'euros. Le premier a rapporté 32 millions d'euros, encore une fois, et le deuxième 18. Donc on peut dire que ce sont des beaux succès. Pour, vu le budget de départ, tu m'étonnes, surtout que c'est quand même des films de niche quoi. Ah oui, même s'il n'y a pas de chien dedans. Si, il y a une histoire de chien. Ah oui, c'est vrai, et dans le 2 aussi, en fait, c'est ce qui fait le lien, ouais. Ça et l'immeuble. Alors, les acteurs principaux, donc pour le premier, c'est Manuela Velasco, Pablo Rosso, puis les autres, on s'en fout un peu. Ouais. Ils ont aucun lien sur Wikipédia. Et l'actrice 2, c'est Jonathan Mellor, Manuela Velasco, encore, Oscar Zafra, Ariel Casas, et c'est déjà pas mal, parce que voilà. Et Manuela Velasco qui a un tout petit rôle dans Rec 2, alors qu'elle tient le rôle principal dans Rec 1. Et qu'on ne retrouvera pas dans Rec 3. Non. Mais qu'on retrouvera avec plaisir en tant que de protagoniste principal dans Rec 4, presque 10 ans après le premier, parce qu'on lui a encore une fois interdit de vieillir. Ouais. C'est la cousine de Mila Jovovich. C'est vrai? Non. Oh là là, Velasco, Mila Jovovich, il n'y a rien qui va, il n'y a pas une lettre commune. Mais c'est les gars, alors déjà... Mais elles peuvent être cousines et germines. Ensuite, déjà, les cousins, ils n'ont pas le même nom de famille, forcément. Oui, exactement. Quoi. Mais ça aurait été drôle, en vrai... Ouais, ça aurait été bah, tu sais quoi, je vais modifier le Wikipédia et je vais dire qu'elles sont cousines. Voilà, faire plaisir. Vas-y, tiens, mets un petit astérisme, voilà, et tu mettras à son cousine, avec Mila Jovovich, tout ça. Tu mets des liens vers tous les films incroyables de Mila Jovovich, tels que Monster Hunter, Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6, Les Mousquetaires 3D, Ultraviolet. Si elle a fait Jeanne d'Arc aussi. Ah, oui, je l'ai dit, Jeanne d'Arc, très bon film, Jeanne d'Arc. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Et 5e élément, l'épisode secret. Perdu. Si vous avez pas vu l'épisode perdu de le FAQ, je vous invite à la voir en haut à droite, c'est tout de suite, c'est maintenant. Là? Juste là ou pas là loin, Kevin. Tiens, tu l'avais la dernière fois pourtant. Ah, c'est droite là du coup. C'est droite mais j'ai oublié. Ouais. C'est parce qu'en fait, nous c'est à l'inverse toute l'année hein, du coup. C'est à l'inverse parce que eux ils regardent l'écran, nous on est dans l'écran, donc nous c'est à gauche, mais pour eux c'est à droite, donc je préfère être plus simple pour eux que pour vous. Bref. Ah d'accord. Okay. Je savais pas. Je l'avais pas. Je suis dans un écran. C'est-à-dire que toute ma vie n'est pas réelle. Toute ta vie est un mensonge, Kevin.
toute ta vie se résume à enregistrer. Tu n'existes pas en dehors de ces enregistrements-là, en fait. Ta vie est un sitcom, Kevin. Et une fois n'est pas coutume, nous allons partir sur un sujet, sur un style de film dont c'est la première fois qu'on va traiter, le found footage. Cette phrase n'était pas française. Nous allons parler pour la première fois de found footage. Nous allons parler pour la première fois de found footage. Exactement. Mais qu'est-ce que le found footage, me direz-vous ? Eh bien, en fait, c'est très simple. Vivien, qu'est-ce que le found footage ? Rapide et concis. Tu trouves une caméra, il y a un enregistrement dessus, tu joues l'enregistrement. Et bah, quand tu joues l'enregistrement, ce que tu vois, c'est le film. Rapide et concis. Ah ouais, là, non, bien, nickel. Voilà, en gros, c'est dans son nom, quoi. C'est du trouvage trouvé, c'est dommage, c'était bien, mais un truc trouvé par terre, quoi, que tu lis, et bah ça donne ça. Donc en fait, la caméra est diégétique à l'univers filmique. C'est ça, les caméras sont justifiées dans tous les différents métrages. J'ai des exemples de found footage. Blair Witch est un found footage pour la génération 90-2000. Cannibal Holocaust pour la génération 80 à 2000, c'est des found footage. Paranormal Activity, c'est de la merde, mais c'est considéré comme des found footage aussi. Cloverfield. Voilà, par exemple. Cloverfield aussi, ouais, très très bien. Voilà, pour citer quelques exemples de films qu'on traitera avec grand plaisir, surtout Cannibal Holocaust. Cloverfield est un peu différent parce que c'est un film à très gros budget. La plupart du temps, les found footage sont connus pour avoir un très bas budget. 1,5 million d'euros. non mais par exemple, Paranormal Activity est le plus bas, enfin le film qui a rapporté le plus parce qu'il a un des plus bas budgets au monde. Un truc, le found footage aussi, c'est beaucoup démocratisé sur Internet avec YouTube, tout ça. Parce que comme on dit, c'est un média qui n'a pas besoin de fortune pour exister. Tu prends un caméscope, une caméra, un truc qui filme, tu fais ton found footage. Ce qui, en vrai, quand tu réfléchis, est faussement vrai. Alors, Paranormal Activity, c'était 15 000 $. Ouais, c'est ça. Et il a rapporté 1 289 000%. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont fait une super campagne de pub en vrai. Bah bien sûr, moi j'ai été le voir au cinéma, je me suis fait chier comme un rat mort, mais le sujet n'est pas là. Mais en vrai, alors le budget d'un found footage, oui c'est vrai que c'est très limité en fait, parce que l'image est souvent crade, etc. Parce que c'est le but même de ce genre de film. Mais à côté de ça, dans la préparation des plans et tout, ça doit quand même être un sacré boulot de pré-prod, parce que ça reste quand même du jeu d'acteur devant. Le jeu d'acteur est souvent crédible. Je sais pas s'il y a vraiment des reshoots de scènes. Est-ce que il y a plein de choses à prendre en compte sur le travail de pré-prod et même de tournage. Ça doit être assez fatigant, je pense, comme tournage. Alors même si le budget est restreint, ça va pas être des tournages évidents. Non, mais en fait, je pense que tourner un found footage, c'est comme tourner un peu un plan séquence. C'est un calcul millimétré de chaque détail. Mais le found footage te permet quand même de laisser l'espace à un peu le hasard. Ça te laisse le droit de voir la caméra, d'avoir des choses un peu plus inhabituelles que tu vois pas au cinéma. Parce que la caméra, quand tu vas au cinéma, en général, la caméra n'existe pas. Et du coup, il y a des choses qui ne se font pas. Dans un found footage, t'es plus libre. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Et maintenant que nous avons parlé donc du média, nous allons rentrer directement dans ce film par la première scène et je veux que ça soit Vivien qui nous la conte. Encore moi. Mais il n'y a pas de suspense, c'est moi qui ai fait le pitch. C'est forcément Vivien qui va faire la première scène. Mais laisse-moi raconter ce que j'ai envie de raconter, on y est. D'accord. Toujours pareil. J'ai pas de vanne. Oui, tu as raison, excuse-moi Doudou. Vivien, c'est à toi. C'est à moi. Non. Vivien, c'est à toi. Non, c'est pas d'accord. Mais c'est moi qui présente. C'est à toi. Ok, alors du coup. Non, c'est vrai. Allez, viens, on le dit ensemble. 3, 2, 1. Vivien, c'est à toi. C'est à moi. Rec 1, la scène débute avec Manuela Velasco, je sais pas trop, qui joue Angela Vidal. Elle est accompagnée par son cadreur Pablo Rosso, ou juste Pablo du coup, parce que Pablo Rosso c'est... Bref, Pablo. C'est un super film avec un cochon. Ils sont donc en train de faire une espèce de documentaire, une sorte d'article sur une caserne de pompiers. Et elle va expliquer à travers différentes prises qu'elle, en tant que journaliste, elle va suivre les pompiers pendant une nuit de leur travail. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Après, elle va faire le tour de la caserne et puis voilà quoi. Et cette première scène dure 10 minutes. Ouais. Et c'est long et chiant. C'est vrai qu'on attend le début du film. Ouais.
Ouais, on comprend que c'est une conne dès le début parce que elle te dit clairement, bon, si c'est pas, elle dit clairement à son caméraman, si c'est pas intéressant ce que dit la personne, le pompier qui va interviewer, tu coupes, on n'enregistre pas. Voilà, elle le fait. C'est ce qu'on appelle du journalisme, Olivier. Non, c'est vrai. Non, mais elle a tout appris. En plus, alors faut savoir que. Elle voulait le prix Pulitzer. Alors, Velasco, je crois que c'est ça son prénom, enfin la comédienne, est une véritable présentatrice qui bossait sur le Canal Plus Espagne au moment où elle était recrutée parce que les réalisateurs voulaient une vraie présentatrice d'émission pour incarner Angela Vidal. Et Pablo Rosso est vraiment est un vrai opérateur caméra. Ouais. En même temps, faut être opérateur caméra. Tu ne peux pas être acteur, je pense, et tourner un found footage si t'es pas les bases, quoi. C'est pas facile. Cette première scène nous intègre au fait que la caméra va être diégétique dans tout ce film. Je pense qu'elle ne sert qu'à ça, nous montrer qu'on va suivre le film à travers les yeux de la caméra. Cette première scène justifie la présence de la caméra. Exactement. Et elle fait très très peu d'exposition. Dans tout le film, il y a très peu d'exposition des personnages. On comprend que Vidal, elle est un peu arriviste et qu'elle est elle est un peu conne. Enfin, moi, à mes yeux, je la trouve un peu conne dans son discernement. Mais même les enjeux, finalement, on les aura à la fin. Ils te sont révélés vraiment à la toute fin du film, quand ils vont dans le dernier appartement, etc., et qu'ils écoutent les enregistrements bref, on en parlera après, mais les enjeux, tu les as pas sinon. Tu sais juste que le seul enjeu, ça va être de survivre à l'immeuble, grosso modo. Et je trouve ça pas mal. Oui, c'est intéressant. Ça permet de créer une tension. La tension, elle est bien présente dans Rec 1. Ouais. Ça n'arrête pas déjà parce que la caméra te donne envie de vomir à peu près tout le temps. Parce qu'elle bouge vraiment beaucoup. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas vu de found footage depuis longtemps et du coup j'avais un peu oublié que dans les autres films ça bouge autant, mais là particulièrement, vu qu'ils sont dans un endroit clos, un espace très contraint, la caméra te donne le mal de mer vraiment. Oui, puis ils courent, ils montent les escaliers, les descendent. Donc on n'est pas sur un terrain très plat. Il devait avoir des cuisses à la fin du tournage, parce qu'entre les montées, les descentes, ils ne font que ça. C'est papa dans maman dans un immeuble, le truc, ça n'arrête pas. Kevin, j'ai une petite question pour la continuité de cet épisode. Est-ce que nous parlons de Rec 1 et Rec 2 en même temps? Parce que si là, vu qu'on est lancé sur la caméra, est-ce qu'on parle de la caméra aussi de Rec 2? Oui. Très bien. La caméra dans Rec 2 est intégrée différemment. Elle est intégrée sous forme de... par des policiers. En fait, c'est des policiers qui vont filmer avec une grosse caméra de reportage et des petites caméras sur leur casque. Et en fait, la raison dans le premier film d'avoir une caméra, c'est filmer un documentaire et informer les gens. Et la raison d'avoir une caméra dans Rec 2, c'est par ordre d'une autorité supérieure. Bref, c'est de la merde. Et c'est pour moi un des principaux défauts du deuxième film. Enfin, j'annonce tout de suite la couleur, j'adore le 1, je n'aime pas le 2. Pour moi, c'est la caméra qui fait tout, parce que la caméra n'a pas le même rôle, c'est pas le même personnage. Et dans le 2, je trouve que déjà son rôle est forcé. Et en plus, la caméra en elle-même, elle est très mal utilisée, parce que la caméra dans le 2 est un personnage, alors que dans le 1, le personnage, c'est Pablo, en fait. Qui se souvient du nom du flic ? Personne, et j'ai vu le film il y a 3 jours. Voilà, et en plus, c'est juste pour en même temps, on se rappelle d'aucun autre nom de personnage. Ouais, mais on se souvient de Pablo et de Tito. Ouais, mais Tito, on a envie de le buter. Oui, mais c'est juste pour finir, c'est que, par exemple, dans le 1, lorsque le caméraman va se faire attaquer, ça arrive assez rarement, mais attention, il y a des zombies dans ce film, je préviens, ça se fait attaquer. Quand Pablo va se faire attaquer, la caméra est visée dans un sens artistique, mais c'est Pablo qui est visé par le zombie. Dans le 2, le policier va se faire assez souvent attaquer, sauf qu'à aucun moment c'est lui qui se fait attaquer, c'est toujours l'objectif de la caméra qui se fait attaquer. Et pour moi, c'est un gros défaut, parce que le but du found footage, c'est justement qu'on se perde dans le fait que la caméra existe, et pas dans le fait que la caméra existe et existe pas en même temps. Je veux dire, si le zombie attaque la caméra, c'est pas pour une vue subjective pour nous attaquer nous, c'est censé pour attaquer le policier, donc ça n'a pas de sens, il devrait attaquer le policier. Ce qui n'arrive pas dans le 1, parce que c'est bien fait dans le 1. Non, dans le 1, c'est le caméraman qui est attaqué et pas l'objet caméra. Ce que j'ai bien aimé, moi, dans le 2, par contre, en termes de gestion de caméra, c'est que plutôt que de refaire vraiment, parce que le 2 est déjà globalement dans le déroulé un ressucé du 1, c'est qu'ils apportent le multi-angle de caméra justifié par les caméras de l'équipe d'élite, de flics d'élite, l'équivalent d'un GIGN, en fait, qui est envoyé dans l'immeuble du premier.
et que leur casque est équipé donc de micro-caméras. Ce qui va nous offrir déjà de la diversité en termes de points de vue. Et on va pouvoir suivre plusieurs actions en même temps, alors que les personnages sont séparés dans l'espace. Ils vont visiter un appartement à un certain étage pour certains flics. Le caméraman reste avec le médecin qui accompagne les flics à un étage supérieur, etc. Donc ça nous offre une diversité de champs et de plans qui était intéressante, ce qui donne une nouvelle dynamique au film et qui rend aussi, il y a un côté un peu plus action dans le film. De toute façon, le 2 est un peu plus actionneur que le premier en soi. On suit des flics d'élite, etc. etc. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Et oui, le caméraman dans le 2, donc le vrai caméraman, celui qui suit plus le médecin pour archiver tout ce qu'ils vont trouver, n'a pas trop de sens. Je te rejoins complètement là-dessus, Vivien. Autant les caméras espions, les caméras des casques, j'ai trouvé ça plutôt sympa dans leur utilisation. Alors j'ai trouvé ça sympa, mais c'est vrai que genre j'étais trop souvent à me dire, on voit ces caméras-là parce que voilà, on est dans un film et tout ça, mais ça c'est bizarre parce que si on voit ces caméras-là, c'est que qu'il y a un montage, il y a un montage de fait en fait. Et un montage dans un found footage, je trouve ça étrange en fait à voir. Bah, le montage est justifié si par exemple dans Cannibal Holocaust, ils retrouvent des bandes Super 8 en partant à la recherche d'une expédition qui a disparu, et ils vont remonter ces bandes pour remonter leur histoire de cette équipe disparue. Donc il y a un remontage des bandes, et c'est là que nous on va, en tant que spectateur, à la fin de Cannibal Holocaust, on va nous diffuser ce qui leur est arrivé en fait, parce que ça a été retrouvé et remonté. Donc le fait que ce soit monté pour le film me choque pas, par exemple. Alors je pense pas qu'il faut voir ça comme un remontage. Dans le premier, on regarde ce qui se passe à travers les yeux de Pablo qui regarde une caméra. Dans le 2, je trouve que nous, spectateurs, sommes la caméra en fait. Ouais, là je comprends. Ouais. Je m'explique parce que quand ils vont changer de caméra, quand il va switcher pour voir les autres caméras, en fait, on est la caméra. On va voir ça. Il y a même un moment dans le 2, il y a le still mode. On est vraiment la caméra. Alors que dans le premier, on suit Pablo qui porte une caméra et nous on voit ce que la caméra voit. Alors que vraiment, je trouve que le 2, nous sommes la caméra, point barre. C'est pour ça que cette histoire des autres caméras qu'on voit, on réceptionne tout de suite sans histoire de montage. Mais pour le coup, le 2, j'aime beaucoup les 20 premières minutes du film parce qu'il y a beaucoup de recherches. On apprend, il y a pas mal de réponses aux questions qu'on se faisait du 1. Ah bah ça nous explique le 1 en fait. Ça nous explique le 1 et le scénario du 1 est expliqué au début du 2. J'aime pas du tout. Je suis pas fan de la façon dont ils ont expliqué tout ça, de comment tout est déroulé. Je trouve ça dommage. Parce que... Ça reste très flou, hein. Bah, oui, finalement. Parce que, on va spoiler sévère, vous avez bien compris. Hein. À la fin du 1, on apprend que une gamine portugaise de 11 ans est qualifiée de possédée par l'église. Sauf que on te dit en même temps que qu'elle a peut-être un virus. Il y a deux salles, deux ambiances en fait. C'est-à-dire que d'un point de vue médical, c'est un virus. D'un point de vue religieux, c'est une malédiction. J'aimais beaucoup moi ce truc de dualité. L'église va dire c'est la possession. Un scientifique va dire non, c'est un virus comme la rage qui mute comme la grippe. Et voilà. Et je me suis dit, à la fin du 1, même en le revoyant là, je me dis c'est cette espèce de dualité, c'est assez cool. On sait pas, ça dépend de quel côté tu te mets, mais voilà. Et dans le 2, il t'éclate tout quoi. C'est en fait si c'est un virus, mais c'est un virus qui est présent quand on est possédé par le diable. Et trouver ce virus, ça pourrait combattre la possession d'une façon un peu plus scientifique. Mais what? C'était le monologue de Kevin. Ah oui, mais quand le docteur ils viennent chercher une fiole de sang qui appartenait à la gamine, à la Medeiros, là, la gamine, le sujet zéro en fait de cette contamination possession. Dans le 2, ils viennent rechercher soit elle-même, mais ils la trouvent pas au début, soit une fiole de son sang pour pouvoir l'examiner et l'étudier. Ils trouvent une fiole de son sang, ils en versent un petit peu, beaucoup trop à mon sens. Ils versent plus de la moitié. Hein. La moitié de la fiole. Et le médecin, qui est apparemment un petit peu aussi religieux, lance quelques incantations, genre je vous salue Marie, etc. machin, et le sang s'embrase. Et tout s'embrase. Donc on est bien quand même dans un...
le côté dualité scientifique versus religieux, il s'effondre. Puisque globalement, il y a quand même un fait inexpliqué qui te dit je fais 3, salut Marie, et pouf, le sang prend feu. Mais quand il attrape Tito. Le nom est marrant, j'aime bien. Ouais, moi aussi, Tito. Alors, pour expliquer, Tito, sa sœur et son copain vont être intégrés comme étant une deuxième caméra dans le film. Et là, je rejoins Vivien. Il y a une histoire de montage, enfin pas de montage, mais tu suis une autre caméra et je trouve ça ultra dommage de suivre. Dans le 2, précise. Ouais, dans le 2, qu'on suive un autre groupe que celui des policiers. Alors pour le coup, ça m'a moins choqué. C'est vraiment l'idée du multicam entre policiers que je trouvais plus sous forme de montage. Parce que pour le coup, le multicam policier, il est justifié par le fait... Ah, je viens de trouver la réponse à en fait, mon problème. Mais en fait, le multicam policier, il est connecté à la caméra principale. Il est connecté au moniteur de la caméra principale, donc ça fonctionne. Bah, il y a une régie quelque part en fait, du coup ça fonctionne. Non, justement, c'est pas une régie. En fait, je pensais qu'il y avait une régie et que du coup ça ne fonctionnait pas. Mais en fait, c'est directement la caméra qui affiche les multicams. Oui, parce que le mec demande qu'on voit directement sur l'écran de la caméra où est Lazare, enfin ça quoi. Ouais. Mais du coup, le multicam avec les à la gare, ça m'a pas très... Lazare, il est à la gare. Ah, j'aime bien. Ouais. Je suis arrivé un peu tard. C'est normal, c'est la SNCF. Il y avait des problèmes sur la SNCF. Hein. Oh, Vivien, bravo. Mais Tito, là, ce trio Tito, Medellin et sa sœur Fatima, là, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont relous, quoi. Ils s'appellent vraiment comme ça ? Tito, Medellin et Fatima ? Non. Medellin, c'est un cartel, je veux dire, à un moment donné... Comment ils sont intégrés, ces personnages, Olivier ? Bah, c'est très simple. Ils se filment sur le toit d'un immeuble voisin avec des feux d'artifice et une poupée gonflable. Et l'idée, c'est de mettre des feux d'artifice sur le cul d'une poupée gonflable pour voir si la poupée gonflable va s'envoler en allumant les feux d'artifice. Meilleur plan du monde. Meilleur plan du monde. Alors, j'avoue, c'est très drôle. Mais bon, déjà, vu le prix d'une poupée... Non, rien. Mais c'est même pas ça, c'est qu'ils... si mature. Ils sont trop nerveux, ces personnages. Bah, c'est des enfants. Mais j'ai envie de les taper, moi. Quand l'autre, il se prend... Justement, c'est des enfants. Ouais, bah, oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais quand le Tito, là, il se prend une tarte de rosser le pompier, j'étais heureux. Je fais, putain, meilleur moment du film. Yeah. Mais lui, ils ont une autre. Tu sais, ça revient un peu quand il se mange la baffe. Moi, ça a fait écho à un truc. Tu sais, quand tu es dans une salle d'attente pour aller voir ton docteur généraliste, admettons, mais que tu n'as pas pris rendez-vous parce que c'est consultation sans rendez-vous. Donc tu arrives, il y a déjà 15 personnes avant toi, tu dis putain, c'est les 15 personnes de la veille, c'est pas possible, j'arrive à l'ouverture de la salle d'attente. Bref. Et dans cette salle d'attente, il y a une maman avec un enfant de 2-3 ans, suffisamment grand pour marcher, le gamin. Et évidemment, c'est la star dans la salle d'attente, c'est-à-dire qu'il braille parce qu'il est malade, ça n'arrête pas de brailler. Et la maman a dit rien, fait ah non, c'est bien, continue. Elle te regarde avec des yeux compatissants, fait je suis désolé, comme ça. Faut le laisser s'exprimer, le pauvre gamin. T'as envie de lui mettre une baffe. À moi, à un moment donné, si ça m'arrivait, je pense que je me lèverais, je lui dirais laissez-moi lui mettre une baffe. Quelque part, ça va rien changer pour vous, il va vous aimer pareil après. Mais ça va détendre tout le monde dans cette salle d'attente, tu vois. Et ben là, c'est pareil, Tito, quand il se prend la baffe, moi, ça m'a fait le même effet. J'étais content. Tu mets des baffes aux enfants, toi. C'est l'heure du blind test. Non, c'est pas vrai. Oui, nous allons écouter les meilleures claques du cinéma. Yeah. Et Tito est contaminé. Il l'attache à un siège et l'autre, il va commencer à lui dire va des rétros Satana, la Vierge Marie, je sais pas trop quoi. Et puis voilà, il va commencer à parler avec le possédé. C'est ce que te dit le 2. Non, il n'y a plus le droit au doute, tu n'as plus le droit de t'imaginer ce que c'est, malgré ce dernier étage qui est si mystérieux et qui t'envoie tant de rêves. Non, c'est la religion. Et il y a pas mal d'enfants en haut en plus. Hein. Il y a pas mal d'enfants, j'ai envie de dire, c'est une comment ça c'est s'appelle ? Une garderie. C'est une garderie, ouais, c'est un élevage. Oui aussi. Mais c'est là où le 2 fonctionne moins bien sur moi que le premier. Parce que le premier, il y a une intervention qui est... Enfin, les pompiers sont appelés à intervenir dans un immeuble. Je sais plus pourquoi. Parce qu'il y a une dame qui ne répond plus à son appartement. Il y a des cris stridents qui sont émis depuis son appart. C'est ça, oui. Donc 2 pompiers arrivent avec Angela et Pablo. Hop, ils rentrent. Et puis pas longtemps après, donc quarantaine dans l'immeuble.
Et là, on va suivre le désastre. On va suivre ces humains qu'on pensait tous apprécier, mais qui en fait sont tous barges, qui ont commencé à se tirer dans les pattes parce que lui, il est un peu plus différent que l'autre. La panique monte et les bêtises commencent à arriver. Et le jeu d'acteur pue du cul. Dans le 1 Alors, vache. Attends. Alors, je sais pas si c'est parce que je l'ai vu en VF ou quoi. Voilà. Mais je pense que même en espagnol, hein, ça pue sa race. Eh ben moins, enfin de mes souvenirs. Après c'est pareil, c'est que de mes souvenirs. Parce que Amazon Prime, nous avons regardé sur Amazon Prime Rec 1 et Rec 2, parce que nous sommes des citoyens responsables, on ne télécharge pas illégalement. Sauf que Amazon Prime n'a pas trouvé bon de mettre les recs dans leur langue originale, donc l'espagnol, mais de nous les proposer pour Rec 1 en français et c'est tout, et pour le 2 en anglais ou en français. Et de fait, en français, bon déjà j'ai beaucoup de mal avec les films doublés, plus on avance dans le temps, passé 2000, etc., les films doublés en français, pour moi c'est une catastrophe, et j'encourage vraiment... Sauf Expandable 2. Les films en VO, qui est très bien en français parce que c'est Expandable, mais au-delà de ça... Il n'y a rien qui va. Enfin, en termes de jeu, là, pour le coup, il n'y a rien qui va. Mention spéciale à Angela Vidal et sa doubleuse française qui double également Nami dans One Piece. Voilà, si vous ne saviez pas ça. On a de la culture ou pas dans cette émission. Parce que déjà qu'elle est conne. Les réactions de son personnage sont souvent un peu très cons, mais alors en plus doublé en français, mais c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va. J'ai déversé ma haine. Maintenant, tu peux y aller, Vivien. Alors moi j'aime beaucoup le fait que ouais. Il y a un verbe qui doit se placer là mais je sais pas exactement lequel donc je reprendrai au pif le premier qui me vient en tête. Aujourd'hui on est en train de niquer le français. Chanter, essaye le verbe chanter pour voir si c'est un verbe du premier groupe, ça devrait bien se passer normalement, c'est facile. J'ai aimé le fait que j'ai été chanté à voir ce film en français. C'est bien, ça passe. Parce que je trouve que ça rajoute quelque chose. En fait, le found footage, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, voilà, on a expliqué, la qualité n'est pas trop là parce que c'est le but du truc. Et bien, j'ai trouvé qu'en plus, avoir le côté doublé en français, il aurait juste fallu que j'entende, tu sais, en fond sonore un tout petit peu de la voix espagnole, je me serais cru devant un documentaire, et du coup, j'ai encore plus accroché au film. Voilà. Oh, ça aurait été marrant, ça, tu sais, que les mecs qui parlent en espagnol, mais ce soit redoublé directement en français. Mais je pense que je vais télécharger... Non, je vais pas télécharger le film, et ne pas le télécharger en espagnol, et ne pas télécharger la version française pour mettre les deux l'une sur l'autre. Voilà. Les passe-temps de Vivien. Je pense que ce serait une très bonne expérience. J'aimerais parler un peu des personnages et surtout de la grosse différence que je trouve entre les personnages du premier film et du deuxième film, si ça te dérange pas. Nous t'écoutons. Dans le premier film, on a un panel de personnages très différents. On a énormément d'archétypes racistes, d'archétypes familiaux. Voilà, on a des personnages qui sont en même temps très réalistes et en même temps très irréels. En gros, t'as un immeuble. Voilà, c'est ça. T'as un immeuble avec tous les types de gens possibles. T'as le 8 rues de l'humanité. C'est exactement la même chose. Et donc, dans cet immeuble, il y a tout type de gens. Et je trouve que ce côté un peu, du coup, huis clos, très humoristique, en fait, au final, avec les interactions de certains personnages, j'ai trouvé ça génial, parce que j'avais l'impression de regarder un film, comme je disais tout à l'heure, genre... ou de trucs genre des meurtres, genre en huis clos, Agatha Christie, des trucs comme ça, ou à couteau tiré, qui est sorti récemment, il y a quelques années. J'avais l'impression de voir ça un peu dans l'idée d'avoir des personnages comme le raciste. Et j'ai énormément aimé ça en fait, et je trouve que ça apportait vraiment un cachet au film. Le problème c'est que bon, dans Rec 1, tous ces personnages là ils vont Quick ou McDo, c'est comme vous préférez. Et ils vont et du coup dans le 2 ils vont réapparaître sous forme de zombies. Bref, et du coup dans le 2 on a que des personnages principaux, on n'a pas de personnages secondaires. Et j'ai trouvé ça très très dommage. Ah, je viens de prendre un niveau dans Genshin Impact. T'es pas sérieux? Non, je suis pas sérieux. Non, je suis d'accord avec toi en fait. Je trouve que dans le premier, les personnages sont archétypaux au possible, mais ils ont quelque chose de. Je trouve qu'ils ont quelque chose de vrai. Alors, je vais pas partir comme toi en disant ils sont à la fois vrais et réels et irréels. Non, ils sont vrais. La personne âgée, enfin pas le couple de personnes très âgées, mais
le monsieur qui a une 60aine d'années, qui est très maniéré, César, et qui donc voilà, César, et qui est le personnage un peu raciste du film. La forme de racisme qu'il propose, c'est un racisme passif que tout le monde connaît, qu'on pratique souvent à notre insu. Tu vois, c'est le racisme qu'on a vu pendant le coronavirus. C'est ça. Oui, un peu celui-là. Ouais. L'autre, il s'attaque au couple d'asiatiques et puis voilà. Hein. Il s'y attaque en disant ça devient venir de chez eux parce qu'ils sont tout le temps nombreux, ça parle très fort, une langue qu'on connaît pas. Ils mangent que du poisson cru, ça sent pas très bon. Leur porte est toujours entrouverte, etc. Leur père est malade. Et voilà. Et c'est pas dit vraiment, tu sais, méchamment, mais c'est une forme de racisme quand même. Et du coup, ça rend le personnage par contre beaucoup plus ancré dans le réel. Je trouve que ça fonctionne bien. Le premier, tu suis quand même des habitants d'un immeuble qui sont enfermés. Oui, tu vas les voir commencer à paniquer. En plus, il y a raison. Ah oui, ils sont totalement vraiment enfermés. En plus, on leur demande de rester au rez-de-chaussée, alors qu'il serait mieux d'être enfermés chacun chez soi. Déjà, la logique de les mettre tous en bas dans le rez-de-chaussée, dans le hall de l'immeuble, pas bien compris. Et surtout que t'as un flic et un pompier qui sont très très mal en point parce qu'ils ont été attaqués ou ils sont tombés de beaucoup trop haut pour être encore en vie. Ouais, il s'est fait, on le voit pas, mais le pompier se fait mordre au visage, parce qu'on voit après l'état de son visage, tu dis oh, il s'est pas fait sans tombe, le pauvre. Mais en effet, dans la caméra ne filme que le moment où il saute, enfin il est Splash. Aidé à sauter au travers les escaliers. Et on va suivre leur panique, leur moment de doute, leurs petits amours. La peur, la haine. Et il va y avoir le moment où ils vont tous être plus ou moins interviewés par Angela. Je savais. Et Pablo, avec la petite, le chien, qui sera l'élément... Il y a deux éléments qui sont vraiment, enfin pas récurrents, mais qui nous collent, enfin trois éléments, entre le premier et le deuxième, donc déjà l'immeuble. Yes. Je pense que c'est des trucs. Le protagoniste principal, c'est l'immeuble, dans le 1, le 2, le 4. Oui. Hein. C'est ça. Le chien, qui est nommé dans le 2, parce qu'on te dit que c'est de là, voilà. Et le papa, qu'on entend parler dans le 1, qui est parti chercher des médicaments pour une angine. V'là l'angine, mon gars. Oui, alors ça c'est très drôle, ça. Parce que, bon, la gamine, on comprend, elle s'est exposée, elle est dans les bras de sa mère, c'est une enfant qui doit avoir 5 ans, un truc comme ça. Jennifer, elle, qui est au rez-de-chaussée, dans le hall de l'immeuble, etc., qui est malade. Bon, ça se voit, elle est grise, quoi. Et... Grave. Elle est malade. On prétexte une angine, etc., machin, voilà. Pardon. Allez. Non, il n'y a pas de truc scénarisé, j'avais juste envie de tousser. Hein. On va pas faire genre, oh attention, on va tous devenir malades et à la fin ça se termine en. Sont-ils morts ou pas? Non. Pas de ça chez Felf, c'est une émission sérieuse. Et puis on n'aime pas trop scénariser nos trucs. Tellement sérieux, moi je vais aller chercher les paquets de mouchoirs. Continue d'expliquer. Non mais j'explique. Et à un moment donné, voilà, ils font rentrer un médecin dans l'immeuble qui est au courant apparemment qu'il y a un virus, etc. L'immeuble est mis sous quarantaine. Et à un moment donné, le médecin dit à la gamine qui est dans les bras de sa mère, non mais elle est malade. Et là, d'un seul coup, la gamine, elle devient contaminée et elle s'enfuit dans les escaliers. Ça y est, elle est devenue... C'est la possession du diable. Elle s'enfuit dans les escaliers et c'est ce qui va donner après une raison aux flics et aux pompiers de partir la chercher. Mais l'élément déclencheur cette gamine est malade, en la montrant presque du doigt, et clac, c'est l'élément déclencheur. Après, hop, elle devient une contaminée, possédée, ce que tu veux, et elle s'enfuit dans les escaliers. Et en même temps, elle rencontre la chef maquillage, puisque quand il retrouve la gamine, c'est-à-dire à peu près 3 minutes après qu'elle soit partie, elle est vérolée, elle a des stigmates un peu partout sur la gueule. Alors, ça va vite quand même. Oui, mais on va voir chacun son tour, les protagonistes du premier film mourir et revenir à la vie grâce au diable. Mention spéciale à la grand-mère, qui est quand même l'élément déclencheur de faire venir les pompiers. Mais c'est une survivante, hein. Ah, c'est une survivante, parce que au départ, il l'assomme, je crois, enfin, il s'en débarrasse, il l'enferme, il retourne chez elle, il lui met 3 balles dans le caisson, après ils redescendent, puis ils remontent, puis elle est de nouveau portée et disparue, et puis on la retrouvera dans le 2, parce qu'elle est toujours là dans le 2. Et le diable, il est très très fort à cache-cache. C'est l'effet Michel Meyer. Champion de cache-cache, Michel Meyer, toujours. Il marche, tu cours, il arrivera systématiquement avant toi, il sera caché sous le lit, il t'attendra. C'est vrai. Et Vivien a dit un truc intéressant et je voulais qu'on en parle. À la fin du 1,
on va donc voir comment elle s'appelle la... Medeiros. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On va voir Medeiros qui est joué par un homme au corps très particulier. Mais voilà, on comprend qu'elle ne voit pas, mais qu'elle entend. Et si elle t'entend, il est déjà trop tard. Bon, soit, on s'en bat les couilles, parce qu'elle se balade avec un marteau. Ça fait mieux. C'est vrai. C'est-à-dire qu'elle se balade les nichons à l'air, pendouillant, avec un marteau. Ouais. Si j'avais un marteau. Donc on sait pas comment elle te tue, mais elle te tue. Avec un marteau, du coup. Mais on ne la voit que quand la caméra passe en infrarouge. C'est-à-dire que dans la vraie vie, avec de la vraie lumière, elle n'existe pas. Dès que tu passes en infrarouge, clac, tu la vois. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas explicite au 1, parce que je pense que c'est quelque chose qui n'avait pas été pensé lors de l'écriture du 1. Oui, parce que dans le 1, il fait nuit. Mais oui, dans le 1, ils sont obligés, ils sont obligés, je crois ils ont cassé la lampe torche, je sais plus quoi. Ils ont cassé la lampe torche de la caméra. En fait. La justification d'être dans le noir, c'est parce qu'on peut pas être autrement que dans le noir. Et là, on voit cette femme. Voilà, que ce soit pensé ou pas au scénario, dans tous les cas, ils sont dans le noir, ils voient cette femme. Oui, mais donc c'est bien parce que ça met vraiment un gros moment de tension. Parce que le seul qui voit ce qui se passe, c'est Pablo. Dans le 2, en plus de te dire, ouais, non, mais c'est le diable, il existe et tout ça. Ils te mettent ça en pleine gueule en mode non mais en fait si tu passes dans le noir c'est comme un jeu vidéo, t'éteins les lumières, il y a des portes qui apparaissent, il y a des monstres qui apparaissent. Enfin c'est débile, mais c'est débile les gars. Pour recontextualiser un peu ce que dit Vivien, à un moment donné ils sont dans l'appartement qui est donc au dernier étage, ils cherchent le sang de Benderos, Peleros, je sais plus comment elle s'appelle. Medeiros. Et donc il va passer à la vision nocturne. Ils vont voir qu'il y a une porte cachée parce que sinon on la voit pas. Ils rentrent dedans. Voilà, il y a tout un truc. Après, il va repasser en vision nocturne dans une salle normale. Ils vont voir qu'il y a un bac avec de l'eau. Il y a un des policiers qui va mettre la main dedans. Il va se faire attraper. Ils vont rallumer la lumière. Il n'y a plus de policiers parce que c'est une autre dimension. Non les gars, non, s'il vous plaît. Moi j'aimais beaucoup le premier pour son côté terre à terre. Même si on ne sait pas si c'est de la possession ou mais on te met le doute, c'est tout. Un virus, tu as le doute, tu dis ok, c'est soit l'un soit l'autre, tout dépend de ta croyance. Dans le 2, regarde, le doute que tu avais au début, ils te font un gros doigt d'honneur et ils te disent c'est ça, il n'y a plus aucune forme de surprise, d'interprétation, il y a une autre dimension, le diable il est là et il va vous niquer vos races. Moi je suis breton et il peut venir avant de me niquer ma race. Qu'ils viennent. Mais moi c'est pareil. Dans le 2, il doit rester à peu près 50 minutes de film, on va retrouver Angela. Elle va arriver de nulle part et elle va dire oh je suis une survivante, j'étais là avant. Tout le monde va dire ok, il n'y a pas de souci, t'as du sang partout sur toi mais ça va, tranquille, bien. Tiens on va te donner un fusil à pompe. Quoi ? Moi, je lui aurais donné la caméra et j'aurais pris le fusil à pompe vu que je suis flic. Oui. Mais je suis le flic le moins utile de la Terre. Mais bon, c'est pas grave. Et ils vont dire, mais on va se comprendre qu'elle est possédée. Et le truc mais pourquoi elle est possédée ? La scène, donc, c'est à la fin du 1. Enfin, à la fin du 1. On comprend que c'est quasi en même temps que le 1. Elle se fait choper, tac. Donc il y a la caméra qui filme en vision nocturne. Les Medeiros l'attrapent, lui ouvrent la bouche. Et là, il y a un truc, mon gars. Un espèce de verre géant là, qui sort de la bouche de Medeiros pour aller dans la bouche d'Angela. Et c'est comme ça que elle aussi, elle est possédée par le diable. Mais je ne comprends pas. Tito, il est possédé par qui alors ? Et la gamine, elle est possédée par qui ? Parce que j'ai pas vu, moi, j'ai juste vu des morsures. Ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Il faut pas essayer de trouver un sens. Ouais, mais c'est ça qui est dommage. C'est là où, dans le premier, où même si t'as pas de sens, tout se comprend, se suit et a une certaine forme de logique. Dans le 2, la logique, il te la pète. Et ce que je trouve ultra dommage, c'est que c'est les mêmes réals et les mêmes scénaristes. C'est ça qui est très dommageable pour le 2. Ouais, mais ça, c'est pour le coup, ça me fait penser à Dernier Train pour Busan et sa suite Peninsula qui est fait par le même réal et les mêmes scénaristes et il passe d'un truc qui est plutôt sympa à de la grosse merde. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont leur bébé, il leur a échappé après le succès du premier
Et ils se sont dit, on va faire un truc plus gros, plus grand, plus truc. Et c'est dommage, ils auraient dû rester sur un truc très terre à terre où on ne sait pas. Je pense que ça aurait peut-être mieux fonctionné. Mais après, ce n'est que mon avis dans un futur tu sais, après, ils se sont aussi rendus coupables de Rec 3 Genesis. Hein. Alors lui, dans le fondement, il te la met, mais bien déjà, quand t'as Genesis dans ton nom, quand t'as Révolution dans ton nom, quand t'as Rétribution dans ton nom... Déjà, ça fait 2 épisodes dans Rec qu'on te vend un found footage, et dans Rec 3, c'est un film. Oui, puis après, t'as le 4 qui revient au fondement. Oui, où on retrouve Angela, qui a pris 10 ans du coup, mais ça se passe au même moment que le 2. Mais admettons. Et moi, j'aimerais vous poser une question, même si je pense qu'elle sera dans vos conclusions, mais j'ai envie qu'on en parle bien avant. Comment avez-vous vécu le 1 et le 2 ? Enfin, en les comparant vraiment, parce que ils sont comparables en tout point, ce sont 2 found footage. C'est pour ça qu'on les traite en même temps. Voilà, c'est la suite directe. Ça pourrait faire un film de 2h40, ça serait pas dommageable. Ça serait pas détonnant. Ouais. Comment avez-vous vécu ces 2 films parce que là, on les a vus la même semaine. Donc il n'y a pas le 2 ans d'attente entre la sortie du premier et du deuxième. Comment vous les avez vécus, Vivien ? Alors moi, je les ai vraiment vus d'affilée. C'est-à-dire, je me suis mis le 1, j'ai fait « Oh, c'était trop bien, c'était trop joli, c'était incroyable ». J'ai vu le 2, j'ai fait « Oh, c'était... » Donc on est d'accord que tu as eu un ascenseur émotionnel, tu as dit « Putain, mais Kevin, il a eu un super choix pour le 1 ». Kevin, c'est vraiment un bâtard avec le 2. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait plaisir. J'ai eu la même réaction, donc il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que dans le 1, on m'a vendu un found footage, et j'ai eu un found footage avec une lumière incroyable, une direction photographique incroyable, un scénario en huis clos qui était magique, une tension qui était... Bref, j'adore ce film. Et dans le 2, on m'a vendu la même chose et j'ai eu rien. Genre, j'ai eu des acteurs qui essayent de trop jouer bien par rapport à ce que genre on avait eu dans le 1. Donc tu perds tout le côté un peu comique. La tension... comme je vous ai dit, maintenant les zombies attaquent le spectateur, attaquent la caméra, ils attaquent plus les gens, du coup toi t'as plus peur parce que t'es tout de suite remis à ta position de spectateur. T'as quoi d'autre ? Le scénario tient plus debout parce qu'on te laisse plus le doute comme on en a parlé. Enfin bref, c'est ma conclusion ça, pourquoi je continue à parler ? C'est ça, hein, t'es vraiment en train de faire une conclusion, mais c'est bien, vas-y. Hein. Mais du coup, non, le 2, j'étais vraiment déçu. Et puis ce côté multicam, ça fonctionne dans certains films peut-être, mais là... Ok. Multicam, c'est un camouflage de l'armée aussi. C'était très intéressant, Kevin. Olivier, à toi. Oui. Alors, moi, je suis pas un garçon conventionnel. Donc, j'ai commencé par regarder Rec 2. Simplement parce que le 1, je m'en souvenais très bien et que j'avais déjà vu les 4 Rec et je savais très bien que le 2, j'allais moins l'aimer. Du coup, j'ai commencé par celui que j'aimais le moins pour pas déjà l'imposer à ma femme. Un podcast où je parle pas de ma femme, ça n'existe pas. T'es notre Colombo en vrai. De quoi ? T'es notre Colombo. Hein. Un petit peu. Hein. Ma femme dit toujours. Et on a pu aujourd'hui avec ma femme regarder le 1 qu'elle n'a pas du tout aimé d'ailleurs parce qu'elle est pas le found footage, c'est pas un truc qu'elle aime bien. Voilà, donc comment j'ai vécu le 1 et le 2, parce que si je les remets dans l'ordre, le 1 m'a donné du found footage, donc il m'a donné mal au crâne parce que ça bouge beaucoup, et il m'a donné ce que je voulais, et pour moi c'est un bon film parce que la caméra est intradiégétique et fonctionne super bien, il y a des vrais moments de tension parce que c'est un huis clos, et le huis clos en lui-même est par définition étouffant, et là on a un huis clos qui est complètement vertical dans sa façon de filmer, puisqu'ils ne font que monter dans l'immeuble, et il y a des moments de tension très 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 forts qui fonctionne bien. Dans le 2, on revient sur une façon de filmer beaucoup plus linéaire pour moi. Donc le film qui se veut jouer dans le même immeuble devient très horizontal parce qu'on est tout le temps soit dans le même appart, soit à 2 apparts inférieurs, et c'est à peu près tout ce qui se passe. On a des scènes à l'extérieur, donc encore une fois, c'est filmé à l'horizontale, on ne grimpe nulle part. Et c'est ce qui cloche le plus en fait chez moi dans le 2. Le côté multicam, moi, me pose pas de problème, contrairement à Vivien. J'entends très bien ce qu'il dit, hein, c'est cohérent aussi. Moi, c'est un truc qui j'aime bien, m'apporte un plus en fait dans le film, ne me dérange pas. Il a mis le doigt sur quelque chose qui était intéressant, c'est ce fameux, du coup ce n'est plus l'homme qui porte la caméra qui est attaqué, mais la caméra elle-même qui est attaquée, donc ça peut poser un problème. Mais globalement le 2, ça devient en fait un film d'action moins found footage qui en plus te prive
des réflexions ou des questionnements qui étaient lancés dans le 1 sur possession, contamination, je ne sais pas sur quel pied danser, nous verrons bien peut-être dans la suite. Et la suite te dit, bah non, je t'emmerde, c'est une possession, puis c'est comme ça. Mais peut-être c'est un virus quand même. Du coup, tu fais, ouais, bah alors du coup, on fait quoi ? Le feu, et puis bah il y a le sang qui prend feu, et puis il y a Je vous salue Marie, pleine de grâce, et puis bah, du coup, on t'encule. Wow ! Merci d'avoir payé 10 € pour ta place. J'ai vraiment pas vu le même film, moi, c'était pas cette fin-là. Hein. Mais si vous voulez voir un très très bon film, un très bon nanar, regardez Rec 3, encore une fois. Hein. Rec 3, il encule tout ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. T'as aimé le 1, t'as aimé le 2, regarde Rec 3, tu vas comprendre. Je parlerai pas de Rec 4 Apocalypse. Oh la vache, putain, on dirait des noms de Resident Evil, quoi. Bah, ça te donne le niveau du film. Moi, j'ai bien aimé le 1, en plus j'ai vu les deux au cinéma. Mais le 1 est vraiment cool, comme on dit, c'est vraiment un huis clos. On voit les personnages péter des câbles, devenir fous en vrai, à rester enfermés, ne pas avoir de réponse. On a de l'empathie pour eux. Et le 2, mis à part les 20 premières minutes que je trouve intéressantes, parce qu'on a quelques réponses qui sont, pour le coup, pas ouf, mais des réponses quand même. Mais après, ça part en couille. En vrai... Oh là, l'histoire des démons virusés, je sais pas trop quoi. Faites soit un film avec de la possession, soit un film avec un virus, soit faites pas un entre-mélange de deux trucs. On dirait en fait, ils sont deux à avoir fait le scénar. On dirait qu'il y en a un qui avait envie de parler de possession et l'autre de virus. Ils se sont dit, viens, on fait un mélange de tout ça. Ouais, mais ça s'appelle Une nuit en enfer et ça fonctionne très bien. Ouais, mais là, t'as un road movie pendant 45 minutes, t'as un film de vampire, oh mince, je l'ai dit, pendant les 45 dernières minutes. Et ça fonctionne super bien parce que c'était bien pensé et c'était pensé comme ça dès le départ. Ouais, mais là il mélange tout, même voilà. Donc voilà. C'était un début de phrase. J'ai perdu ma conclusion, ma conclusion à cette phrase. Mais juste avant qu'on fasse nos vraies conclusions, même si c'en était un peu, complètement. J'aimerais qu'on parle du pasteur, enfin du prêtre, du Owen, dont on n'a pas du tout parlé. Le personnage du 2, hein, le commandant-chef des policiers du 2, alors que ce n'est juste qu'un prêtre qui veut réussir sa mission, point barre. Juste, il veut réussir sa mission, il bute il y a un gamin possédé en headshot, tu fais waouh, stylé. Ah mais lui il s'en bat les couilles. Ah lui, il veut juste le sang de Medeiros. Ramène du sang, c'est ça. Et le reste, si tout le monde crève mais qu'il a son sang, c'est pas grave. C'est la street, frère. C'est comme ça. C'est une très mauvaise écriture de personnage. Mais en plus, il a une gueule. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a vraiment une gueule. T'sais. Dès le début, il a une balafre. Tu te dis, moi, je lui ferai pas confiance. Je travaille pour le ministère de la Santé. Non. Non. Et après, quand tout le monde pète des câbles, ouais, vas-y, réponds à nos questions. On est là pour une mission bien supérieure à celle qu'on a sur Terre. Et Dieu est impénétrable. Donc, on va faire ce que je dis, puis vous fermez tous vos gueules. Et en fait, ce personnage ne fonctionne pas. L'écriture de ce personnage ne fonctionne pas. Je suis d'accord. Alors, moi, il y a un truc que je voudrais dire sur Owen. C'est qu'il me fait énormément... son visage, hein, vraiment, c'est vraiment plus le comédien, parce que bon, pour moi le personnage est très mal écrit, il ne sert à rien à part foutre la merde. Mais il me fait penser à Giles dans Buffy contre les vampires. Je sais pas pourquoi. Sa tête me fait penser. Alors, Giles, c'est l'archiviste, c'est celui qui va aider Buffy, hein, pour ceux qui connaissent pas, ou pour vous aider à recontextualiser le personnage. Voilà, et bah lui me fait penser à Giles. Du coup, je fais c'est cool, Giles. Ah bah non, c'est un connard en fait. Et j'ai vécu un ascenseur émotionnel. J'étais un peu triste, j'ai été vérifié, c'est pas Giles. Et pour revenir à des choses un peu plus sérieuses, oui, non, le personnage est très mal écrit. Il a un but, il n'est là que pour une chose, et c'est l'élément perturbateur du film en vrai. Et on te le présente comme ça, et tu le décèles comme ça dès le départ. Et en plus, il a une balafre. Ouais, donc tu sens qu'il est pas. Enfin, tu peux pas lui faire confiance. Et puis il donne des infos au compte-gouttes qui puent du cul. Enfin, non. Ce personnage va pas bien. Ça a le même effet sur moi en termes de est-ce qu'il est sympa ou pas que dans Alien Covenant quand on découvre le double rôle du cyborg là. Fassbender. Ouais, Fassbender. Quand les colons arrivent sur la nouvelle planète parce qu'ils s'est dit que ce serait une bonne idée de descendre. Et c'est marrant que tu parles de colons parce que c'est vraiment un film de merde. Hein. Je suis bien d'accord avec toi. Et qui sont accueillis par David, qui est sur la planète depuis 8 ans, et c'est lui qui a émis le signal de détresse. Si vous n'avez pas vu le film, vous comprenez pas, mais de toute façon, ne le regardez pas parce que c'est vraiment un film de merde. Mais dès que tu le vois, David, avec sa capuche et sa sale gueule, avec ses cheveux longs,
et qui te disent « Suivez-moi, ayez confiance, je vais vous emmener dans ma maison », ben non, fais pas ça. Ben, ça se voit que... Ouais, surtout final, juste avant, tu te fais attaquer par des bestioles non identifiées. Ouais. Mais ça va, ils arrivent à tuer la bestiole en 5 minutes. Ils ont éliminé la menace de leur film en 5 minutes. Merci Ridley Scott. Non, alors, pas de faire... Alors, j'étais fâché longtemps contre Ridley Scott depuis Prometheus, mais il a sorti 2 très très bons films récemment. The Last Duel et House of Gucci, qui sont vraiment des films excellents. Et Ridley Scott, tu es à nouveau dans mon cœur, étant donné que tu es aussi le réalisateur de mon film préféré. Allez voir la FAQ en haut à droite. Passez de droite là, Kevin, l'autre. Putain, j'ai même pas eu le temps de regarder, mais c'est bon, j'ai trouvé. Là. Quel sniper! Putain, j'ai appuyé dessus, je suis sur la FAQ. Non, c'est pas vrai, elle est pas encore sortie. Bah si. Si. Oui, mais nous, au moment où on enregistre, elle est pas encore sortie. Parce qu'on est dans le... Ah, c'est vrai, elle sort demain. Mais faut pas dire ça, faut pas le dire, ça. Mais on n'arrête pas de dire que nos trucs, ils sont déjà enregistrés, que ça va sortir un jour. À l'intérieur de Felf. Behind the scene. C'est le FCU, le Felf Cinematic Universe, qu'on n'a pas encore installé. C'est con. Attends, j'envoie la musique des KVO du futur et on improvise. Ah là là, dans quel épisode on est? Appuie sur des boutons, Vivien, vite. Droit de l'improvisation en permanence pour vous offrir. Ah, je crois qu'on a un message en morse. L'animal. Ah, c'était une morse. Non, c'est un phoque. Ouais, c'est plus ça le morse. Excuse. Merde, on doit aller sur cette planète pour le sauver. Vivien, vite, fais fonctionner le spatio-temporel, je sais pas trop quoi. Vivien, ça fonctionne pas comme ça. Oui, le Tardis, oui, tout à fait. Olivier, qu'est-ce que tu dis? Ah non, mon morse, il est enroué là. Mais Olivier, t'es sous l'eau ou quoi? Non, il est juste sous là. Ah, s'il vous plaît, aidez-moi. Putain, c'est Vivien et les 2 guignols en vrai, c'est ça le nom de l'émission. Et voilà, c'est nous. Et depuis le début. Retrouvez-nous bientôt, prochainement sur scène. Kevin et moi, on vous tiendra informé. Un petit, on vous donnera les dates. Venez nous voir, ça va être incroyable. Mais on ne jouera que 5 minutes. Incroyablement génial. Bon, cette fois-ci, on va faire nos vraies conclusions concises et claires. Parce que bon, on a déjà plus ou moins conclu, on a bien compris que voilà. Olivier, conclusion claire, concise. C'était bien, mais pas top. Vivien, conclusion claire et concise. Alors, le premier film est une critique d'un patriarcat religieux sous couvert de la viralité des maladies du moment. On peut la comparer bien évidemment à notre situation actuelle qui... Ok, Kevin, fin claire et concise. Non, je veux faire une vraie conclusion. Vas-y. Les 2 films, surtout le 1, est un chef-d'œuvre niveau photographie. Si vous avez du mal avec les fins de footage, regardez ça parce que vous allez vraiment... Quoi? Ah, il répète ce que je dis. Ok, là, c'est vraiment un câble. C'est un exercice très très difficile à faire. Donc le 1 est un chef-d'œuvre photographique, un scénario qui est quand même très très bien, une tension incroyable. Le 2, étrangement, est très mauvais dans tous ces points-là, alors que c'est les mêmes gens, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes directeurs photo, tout ça. Mais il est beaucoup moins bien, notamment à cause de la caméra, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Le style de caméra qu'ils utilisent pour filmer par rapport à ce qu'ils utilisent vraiment, enfin bref, c'est compliqué. Regardez le 1. Vous n'êtes pas obligé de regarder le 2, en vrai, restez-vous au 1. J'ai du mal à dire ça d'habitude, de ne pas regarder un film, mais le 2 n'apporte rien, il va juste vous détruire. Et en plus, il a des transitions très très moches, alors que dans le 1, elles sont très 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 bonnes. Regardez le 1, et c'est tout ce que j'ai à dire. Attention, transition moche. Pouloulou. Kevin, qu'as-tu pensé de ce film? Oui, c'est moi, présent. Le 1, c'est bien. Le 2, c'est moins bien. Faites-vous votre propre avis. Et voilà. C'était clair, concis, on essaye. Waouh, génial. J'ai adoré vos conclusions parce qu'on est tous les 3 d'accord pour dire que le film 1 est bien et que le film 2, il est moins bien. Ça, c'est de l'analyse en profondeur. Là, on est dans le détail. Là, on est bon. Là, on est vrai. Là, on est des experts du cinéma. Accroche-toi, le fossoyeur de film. Demain, c'est nous qu'on aura la vedette devant toi. Cette phrase ne voulait rien dire. Oh yeah. Même bon, vu qu'on a niqué le français aujourd'hui, on n'est pas une phrase... on a niqué le François, parce que c'est François Torel, le fossoyeur de film. Pas le français. C'est marrant, toi. On connaît ton adresse. Vous avez une outro nulle? Olive.
Mais what? Vous êtes genre, on fait quelque chose de nul. Olive, viens voir. Oui, qu'est-ce qui se passe? Fais-nous quelque chose de nul. Eh ben alors, tu connais l'histoire de la pute du chinois et du juif qui sont dans un bar? Non, j'ai pas d'intro nul, c'était un excellent moment. Je pense qu'on a beaucoup digressé, mais qu'on a réussi notre pari de parler de 2 films en un en n'en parlant d'aucun. Donc merci à vous, c'était super. Oui, parce que c'était... En fait, on a parlé que du 4. Et c'est ça. Et allez voir Rec 3, hein, vraiment, vous passez amoureux des nanars. C'est un nanar, c'est de la merde. Mais, une fois n'est pas coutume, je vais vous conseiller d'acheter une boîte de Xanax ou de Prozac pour le film de la semaine prochaine. Oh là, putain. Quoi, j'ai rien dit. Non, mais... Parce qu'on va aller dans les tréfonds de la dépression avec 8 mm. La taille de ma bite? Non, pardon, non. J'essaie de faire une blague pour un petit peu... tu vois, On va pas arriver, ça va être dur, putain. Ah ouais, non, 8 mm, merci Kevin. C'est un excellent film. On va kiffer. Oui, c'est un film à humour. On va rigoler. Ah bah ça va être fun en tout cas. Hein. Ça va être la joie. Oh, il y a Nicolas Cage dedans. Et puis il y a des meurtres d'enfants. Et puis il y a du snuff movie. Du coup, ça peut être que bien. Ouais, c'est un peu du found footage. Ouh la vache. Sinon, allez voir Rec 3 Genesis, un pur moment de mais arrête avec t'as des royalties sur Rec 3 Genesis ou quoi? Donc, c'était notre avis sur Rec 1, Rec 2 ou Rec 1, 2. Rec 12 du coup. La semaine prochaine, 8 mm. On vous aime. N'oubliez pas de commenter, liker, partager si vous en avez envie. Mais ça nous fera toujours plaisir. Non mais même si vous en avez pas envie, s'il vous plaît, faites-le. Faites-le, on a besoin. On veut atteindre les 1000 pour faire notre premier live. Merci de nous avoir écoutés. C'est toujours un plaisir j'allais dire de vous entendre, mais on ne vous entend pas. Donc c'est toujours un plaisir de vous écouter. De vous lire, c'est toujours intéressant. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine. Bisous.